Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Sénat examine cette semaine le projet de loi santé porté par la ministre Agnès Buzyn. Ce texte est censé mieux organiser le système de santé. Il met notamment fin au numerus clausus qui limitait le nombre de médecins. Dans le débat, les sénateurs ont été très divisés sur la question des déserts médicaux. Certains estiment qu'il faut réguler l'installation des médecins, mais une majorité de sénateurs ont défendu la liberté des médecins. La réforme des hôpitaux de proximité a également animé le débat car des sénateurs estiment qu'elle va appauvrir l'offre de soins dans les territoires ruraux. Revivez les meilleurs moments de ce débat sur le projet de loi santé. Cet amendement, je le dépose depuis une bonne dizaine d'années. Et depuis une bonne dizaine d'années, les différents rapporteurs et ministres, quel que soit leur bord politique, proposent de rejeter mon amendement. Mais je persévère. Et je sais que ça n'est pas très agréable à faire, mais il faut quand même bien qu'on trouve une solution, parce qu'on se croise tous dans les couloirs, dans nos villages, dans les différentes rencontres que nous avons. Nous savons tous qu'il y a un problème de répartition. Il n'y a pas qu'un problème de nombre de médecins. Il y a un problème de répartition des médecins sur le territoire. Et Jean-François Longeot, lorsque j'appartenais à la commission développement durable, avait été nommé rapporteur pour avis. Il avait pris cet amendement que j'avais moi déjà déposé quand j'étais député, mais on ne l'a pas fait par hasard et n'importe comment. Nous avons rencontré l'ordre des médecins, j'ai rencontré dans ma région les syndicats de jeunes de médecins, le doyen, enfin on a vu du monde. Et contrairement à ce qui se dit, 100% des médecins ne sont pas contre cet amendement, je dirais même au moins 60% pour. Et donc, je propose tout simplement que la mécanique qu'on applique aux infirmiers depuis 2008, pérennisée en 2011, qui a été étendue en 2012 aux masseurs kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens dentistes, aux orthophonistes, on l'applique aux médecins. On ne leur dit pas il faudra aller vous installer à tel ou tel endroit, mais simplement une fois que la zone est suffisamment dotée, on dit vous installez plus là, vous choisissez une autre région de France. Ça n'est pas très coercitif. Voilà le but de cet amendement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Raison. Alors, c'était le premier d'une série de 14 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Nous passons maintenant au 179 rectifié. Il est présenté par Monsieur Bigot. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il s'agit d'un amendement qui ne remet pas en cause, bien entendu, la liberté d'installation du médecin. Il s'agit d'apporter une précision au sein de l'article L. 162.2 du Code de la sécurité sociale relatif aux libertés d'exercice et d'installation des médecins et d'apporter une précision, de faire apparaître la nécessité pour les médecins de prendre en compte le principe d'égal accès aux soins. Monsieur Bigot, nous passons au 365 rectifié bis. C'est Monsieur Val qui le présente. Il s'agit exactement du même amendement, donc je ne vais pas insister au-delà. Je voudrais simplement vous dire qu'un sondage BVA publié l'année dernière a ainsi révélé que plus de 7 Français sur 10 avaient renoncé au moins une fois à se soigner, en partie à cause des délais d'attente trop longs pour obtenir un rendez-vous et au fait, évidemment, de voir des médecins refuser des patients. Donc je crois que cet amendement est largement justifié. Merci Monsieur Val. Nous passons à la présentation de l'amendement 422 présenté par Monsieur Longeot au nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, je ne vais pas en rajouter parce qu'il a été très bien défendu par Michel Raison, mais cet amendement vise à faire apparaître la nécessité de concilier la liberté d'exercice et d'installation des médecins avec quelque chose d'essentiel qui est l'objectif d'un intérêt général d'égal accès aux soins. Et comme l'a dit Michel Raison, il l'a déposé depuis une dizaine d'années, la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable l'avait déjà déposé au stade de l'examen en commission. Et donc je remercie mes collègues des divers groupes, socialistes, RDSE et LR, d'avoir repris cet amendement. Et je vous invite à le voter. Cet amendement doit permettre d'envoyer un signal fort à nos concitoyens en leur montrant que le Sénat a pris véritablement la mesure du problème de l'accès aux soins et entend marquer son attachement aux principes constitutionnels qui fondent notre pacte social. Je vous remercie.
Merci Monsieur Longeau. Nous passons à la présentation du 437 rectifié terre. C'est Monsieur Vaspart qui le présente. Oui, Madame la Présidente, cet amendement a été défendu par 3 de mes collègues. Je voudrais simplement ajouter à ce qui a été dit que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont consacré ce principe à plusieurs reprises comme corollaire du droit de la santé résultant du 11e alinéa du préambule de 1946. Je voudrais aussi ajouter par rapport à l'amendement qui a été voté hier, et je me félicite qu'ils aient été votés concernant les stages, quand j'entends effectivement certaines réactions en disant qu'on allait faire une médecine à 2 vitesses, la médecine à 2 vitesses en matière d'accès aux soins, elle existe déjà, ne serait-ce qu'au niveau des territoires. Quand sur un territoire, il faut 8 jours pour avoir un rendez-vous, ou quelquefois même le jour même, par rapport à un autre territoire où il faut 6 mois ou 8 mois, il y a une inéquité d'accès aux soins. Donc la médecine à 2 vitesses, elle existe déjà dans notre pays. Merci Monsieur Vaspart. La parole est à Monsieur Val pour présenter le 366 rectifié bis. Madame la Ministre, voilà, cet amendement, bien sûr, comme cela a été dit, et je m'inscris totalement dans les propos du président Hervé Maurey, en introduction sur ce problème de la désertification. Et vous confirmez que si le nombre des médecins a augmenté ces dernières années, force est de constater que les inégalités territoriales sont toujours prégnantes. Aussi, cet amendement propose de renvoyer à la négociation conventionnelle entre les médecins et l'assurance maladie la détermination des conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. En l'absence d'accord, il est proposé de mettre en place un système de conventionnement sélectif pour limiter les installations des médecins dans les zones surdotées. Un dispositif similaire est d'ailleurs déjà appliqué depuis longtemps à d'autres professions et à chaque fois avec des résultats satisfaisants. J'ajouterai que la Cour des comptes préconise d'étendre dans les zones en surdensité le conventionnement conditionnel à toutes les professions, y compris aux médecins, pour mieux équilibrer la répartition des professionnels sur le territoire. Ils estiment en effet que la régulation des installations est une nécessité pour obtenir un rééquilibrage des effectifs et des libéraux en fonction des besoins de santé des populations sur le territoire et qu'elle peut être recherchée sans remettre en cause la liberté d'installation en instituant un conventionnement individuel généralisé à l'ensemble du territoire. Si l'on veut lutter efficacement contre la désertification médicale, il est essentiel de mobiliser l'ensemble des leviers, notamment ceux qui ont fait leurs preuves. C'est l'objet de cet amendement. Merci Monsieur Val. La parole est à Monsieur Bourquin pour présenter le 232 rectifié quater. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement vise à instaurer un conventionnement sélectif ou territorialisé des médecins libéraux afin d'assurer une meilleure répartition sur le territoire et de lutter contre la désertification médicale. Il propose de conditionner le conventionnement d'un médecin à la cessation d'activité d'un autre médecin exerçant dans la même zone. Je rappelle tout de même que la Nation prend en charge la formation des médecins, un coût qui serait d'environ 11 540 € par étudiant chaque année. Je rappelle aussi que l'État assure, bien sûr, les revenus des médecins à travers l'assurance maladie. Et nous avons une situation extrêmement grave. Il s'agit bien d'une urgence sanitaire dans certains territoires. Chaque jour, la France perd 3 médecins généralistes. Et la France, pourtant, compte autant de médecins par million d'habitants que les autres pays de l'OCDE. Mais les déserts médicaux se constituent faute de pouvoir organiser l'offre de soins sur le territoire. Alors, il ne s'agit pas globalement de contrevenir à la liberté d'installation, mais de la réguler. Elle s'applique déjà, cette régulation, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux masseurs kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens dentistes, aux orthophonistes et pourquoi pas aux médecins généralistes et aux spécialistes. Expliquons pourquoi. Alors, il y a une étude qui vient de paraître qui disait que, de l'UFC Que Choisir, qui estimait que 15 millions de Français faisaient face à des difficultés d'accès pour avoir un médecin généraliste à moins de 30 minutes. Plus alarmant encore, les difficultés d'accès aux spécialistes
que sont les gynécologues, les ophtalmologistes, les pédiatres, concernent jusqu'à 21 millions de nos concitoyens. Alors la question, c'est simple. Est-ce qu'on change ou on régule? C'est la nation qui paye. Eh bien, on fait en sorte de changer. Et si nous prenons nos responsabilités, le Parlement, eh bien, nous pouvons remédier aux déserts médicaux en quelques années. Pour cela, il faut avoir le courage de le faire et s'attaquer à une sacro-sainte liberté d'installation qui se fait n'importe comment, avec une surdensité médicale qui coûte très cher à certaines régions, à la sécurité sociale, et surtout à d'autres qui n'ont quasiment plus rien. Eh bien, prenons nos responsabilités. Si le Parlement prend ses responsabilités, eh bien, on arrivera à remédier à cette situation. Un certain nombre d'entre vous ont évoqué le fait que ces amendements étaient présentés depuis une dizaine d'années avec un refus systématique. Je rappelle que depuis 10 ans, 4 ministres de la Santé se sont succédés, de droite, de gauche, Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, Marisol Touraine et moi-même. Je ne pense pas que nous ayons exactement la même vision de l'offre de soins et tout à fait les mêmes opinions. Et je pense que si tous les ministres de la Santé refusent ces amendements, cela doit nous interroger collectivement et cela doit vous interroger. Pourquoi est-ce que nous les refusons? Parce qu'en réalité, les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus s'installer en exercice libéral. D'ailleurs, nous avons eu pendant l'ensemble des débats qui ont précédé toutes sortes d'amendements qui visaient à faire redécouvrir l'exercice libéral. C'est bien que ce constat que les jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer est bien ancré et en cohérence, nous cherchons évidemment depuis le début de cette session à rendre l'exercice libéral plus attractif en diversifiant les offres de stage, par exemple en les formant à la gestion. C'était des amendements que vous avez souhaité inscrire pour certains. Et donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, c'est l'exercice libéral qui est boudé par l'ensemble des jeunes professionnels. En réalité, les chiffres sont là. Seuls 5% des jeunes médecins souhaitent s'installer à la fin de leurs études et 15% au bout de 3 ans après la sortie de leurs études. Donc en réalité, notre difficulté, c'est de rendre l'installation attractive pour eux. Alors comment imaginer qu'un médecin qui est obligé d'aller s'installer va faire une pratique de qualité? On peut imaginer qu'il n'ait pas envie de travailler à temps plein, on peut imaginer qu'il ne soit pas forcément très bienveillant, on peut imaginer qu'il ait envie d'arrêter son exercice libéral dès que l'occasion lui sera donnée d'avoir un exercice salarié. Et nous savons aujourd'hui que 20% des professionnels médecins arrêtent leur exercice au cours de leur vie et n'exercent pas donc, au cours du temps. Donc le problème, c'est de fidéliser les médecins dans l'exercice médical et de fidéliser les jeunes médecins dans l'exercice libéral. Donc je vais reprendre vos amendements un par un. Monsieur Raison, avec l'amendement 147, vous proposez un conventionnement uniquement dans les zones sous-denses. Donc l'Allemagne a testé exactement ce dispositif. Ça aboutit à un effet immédiat, c'est que d'abord un certain nombre de médecins se sont installés sans être conventionnés, parce qu'en réalité il y a un tel manque de médecins aujourd'hui en médecine générale partout en France qu'ils trouveraient la clientèle sans être conventionnés. Donc en réalité vous favorisez un exercice déconventionné qui nuit aux malades, aux citoyens, pas aux médecins, parce qu'eux auront la patientèle pour cela. Et donc, ça favorise encore plus une médecine à 2 vitesses. Et puis, ils se sont installés juste aux frontières des zones sous-denses et, en réalité, ont essentiellement attiré des patients des zones les plus denses. Ensuite, Monsieur Bigot, Monsieur Longeau, Monsieur Vaspart sont les amendements 179, 422, 437 ter rectificatif. Vous souhaitez inscrire qu'il faut restreindre la liberté d'installation. Donc, je le répète, nous avons seulement 5% des jeunes médecins qui veulent s'installer. On peut être certain que si l'on restreint encore plus la liberté d'installation, ce ne sera pas 5%, mais 0%. Or, aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne, il y a des milliers de postes salariés vacants. Je l'ai dit, 27% dans les hôpitaux publics. Je passe évidemment tous les postes vacants en PMI, en médecine du travail, en médecine scolaire, dans l'industrie pharmaceutique. En réalité, les postes ne manquent pas. Donc, au lieu d'avoir 5% de volonté d'installation, nous en aurons 0 et nous n'aurons pas gagné en termes d'accès aux soins.
Ensuite, alors toujours pour répondre à l'ensemble de ces amendements, tout le sens en fait de la loi qui vous est proposée, c'est non pas d'obliger, mais de rendre attractif l'exercice libéral en zone rurale notamment, avec des découvertes de la diversité des lieux d'exercice professionnel. Donc l'objectif même de la réforme, c'est de leur donner le goût, l'envie d'abord de s'installer et ensuite de s'installer dans des exercices qu'ils souhaitent actuellement, c'est-à-dire des exercices coordonnés, notamment en maison de santé, en pôle de santé, en centre de santé. L'amendement de M. Bourquin, 232 rectificatif quater. Donc, vous proposez un conventionnement sélectif renvoyé à la négociation conventionnelle par la loi. Alors là, on peut être tranquille, ça aboutira immédiatement à l'absence d'accord entre les parties. Ce n'est pas la première fois que les médecins, que les syndicats ne signent pas la convention médicale. Donc en réalité, si on le renvoie à la négociation conventionnelle, on est absolument certain que ça n'aboutira pas. Vous posez ensuite la question de savoir pourquoi toutes les autres professions de santé ont pu être régulées par le conventionnement sélectif. La réponse est simple, toutes les autres professions de santé, en dehors des orthophonistes, je me tourne vers Mme Cohen, mais toutes les autres sont surdotées. Et donc, quand vous êtes en situation surdotée, si vous voulez être sûr d'avoir un revenu, il faut évidemment éviter que un nombre conséquent de professionnels s'installent dans le même endroit, et la régulation participe en réalité à faire en sorte que vous ayez un revenu décent. Et surtout, quand vous êtes dans une profession surdotée, vous n'avez pas moyen d'échappement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste vacant pour ces professionnels qui sont en surnombre. Ensuite, vous parlez de certains professionnels qui sont notamment très sous-dotés, les gynécos, les ophtalmos, les pédiatres, vous avez raison. Les gynécologues, ça a été un choix fait il y a quelques années qui a été catastrophique, de supprimer la gynécologie médicale. On le regrette, on le paye maintenant. La gynécologie médicale a de nouveau été réinscrite comme une spécialité dans la réforme du 3e cycle des études médicales. Donc, les gynécologues vont pouvoir être formés de nouveau. Mais en attendant, pendant une génération, nous avons des obstétriciens qui font de la gynécologie médicale, ce qui rend d'ailleurs difficile le recrutement de ces obstétriciens dans les maternités. Par ailleurs, comment pouvons-nous faire pour la gynécologie ? Eh bien, en réalité, d'autres professionnels peuvent la pratiquer. Les médecins généralistes, qui doivent être formés maintenant à la gynécologie médicale, et les sages-femmes, qui ont tout à fait le droit de faire des frottis et de faire des suivis non pathologiques des femmes. Donc aujourd'hui, il vaut mieux répartir la tâche entre d'autres professionnels en attendant que des gynécologues médicaux sortent des facultés. Ensuite, pour l'ophtalmologie, c'est aussi une difficulté. Les autres pays se sont organisés différemment. Les ophtalmologistes ont réparti tout ce qui concerne la filière optique sur d'autres professionnels de santé, les orthoptistes notamment. Et ça permet en réalité de déléguer des tâches, notamment pour la prescription de lunettes. Et c'est ce que nous proposons également dans la loi, c'est-à-dire de mieux répartir la tâche entre les différentes professions de santé de la filière ophtalmologique. Et pour les pédiatres, vous le savez, les médecins généralistes maintenant sont obligatoirement formés à la pédiatrie. Alors, vous dites, il suffit de traiter les questions de surdensité médicale. J'ai envie de vous poser la question de savoir lequel d'entre vous considère qu'il a une surdensité médicale. Quel sénateur, aujourd'hui, considère qu'il a suffisamment de médecins? Je suis tranquille, pratiquement aucun, notamment en médecine générale, puisqu'en médecine générale, la France entière est sous-dotée. Il n'y a pas une seule zone surdotée, et il y a quelques villes surdotées pour quelques spécialités, mais je ne pense pas qu'en régulant l'installation de quelques cardiologues à Nice, nous allons régler le problème de la désertification médicale. Donc en réalité, ce raisonnement ne tient pas parce que la démographie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, il n'y a aucune zone surdotée en France. Ensuite, Monsieur Bigot, amendement 178 rectificatif bis, vous dites que nous supprimons le numerus clausus. Qu'est-ce qui va nous permettre de penser que l'augmentation du nombre de médecins va permettre une meilleure installation sur les territoires? Alors d'abord, je le rappelle, la suppression du numerus clausus a comme premier objectif de diversifier
le profil des médecins formés, non pas d'augmenter considérablement le nombre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a déjà été plus que doublé depuis 2005. Nous formons déjà 9 000 médecins, même si nous en formons 10 000. Ça n'est pas ça qui va changer la donne. Nous savons qu'à partir de 2027, la démographie médicale va considérablement réaugmenter. Nous sommes en fait dans un creux, nous avons à passer un creux, mais ensuite le numerus clausus réouvert depuis 2005 va produire ses effets et la démographie médicale va s'améliorer à partir de 2025. Donc, qu'est-ce qui fait que les médecins s'installent? Eh bien, c'est de rendre les territoires attractifs et l'exercice libéral en zone sous-dense attractif en organisant effectivement des lieux d'accueil, des lieux de stage qui leur donnent envie de rester. C'est notamment ce qu'on observe dans les maisons de santé pluriprofessionnelles aujourd'hui. Vous citez également l'amendement de M. Guillaume Garot qui était à l'Assemblée nationale, qui lui proposait un conventionnement sélectif secteur 2 versus secteur 1. Alors, cet amendement n'a pas d'intérêt en réalité, puisque 99% des médecins généralistes sont déjà en secteur 1. Donc, la régulation secteur 2 versus secteur 1 ne joue pas pour la médecine générale. Et pour la médecine de spécialité, elle va aboutir à ce que les médecins en secteur 2 aillent en zone sous-dense, là où en général les populations ont le plus de difficultés, notamment financières, et qu'on gardera le secteur 1 en zone mieux dotée, ce qui me paraît une drôle de régulation. Je ne pense pas que ce soit l'objectif. 421, Monsieur Longeau, donc là aussi vous redites conventionnement sélectif en zone surdotée. Bien, je ne connais pas une zone surdotée et j'aimerais savoir qui affirme aujourd'hui qu'il est surdoté pour pouvoir se permettre de refuser des médecins. Vous demandez pourquoi ça a fonctionné pour les infirmiers. Bien parce que les infirmiers sont surdotés. C'est bien la différence. Et pour vous donner un exemple, les infirmiers sont en zone surdense dans 30% du territoire. Les kinésithérapeutes sont en zone surdense pour 12% du territoire et ça va augmenter parce que leur dynamique démographique est très forte. Les sages-femmes sont en zone surdense dans 12% du territoire. Les orthophonistes, 12% également. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la zone surdense pour la médecine. Donc la situation démographique étant totalement inverse, le conventionnement sélectif ne fonctionne pas. Et c'est ce que l'Allemagne et le Canada ont d'ailleurs testé. Amendement 423 de M. Longeau, renvoyé à la négociation conventionnelle pour lutter contre les déserts médicaux. C'est exactement ce que nous avons fait avec ce qui est prévu au-delà de la loi, puisque nous avons mis dans la négociation conventionnelle avec les syndicats de professionnels de santé le travail sur les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui ont pour objet, et c'est leur cahier des charges, d'avoir une responsabilité nouvelle, une responsabilité territoriale, populationnelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, et ça a été dit plusieurs fois, les médecins n'ont qu'une seule responsabilité, c'est celle vis-à-vis de leurs patients, de leur patientèle. C'est une responsabilité individuelle. On ne peut pas demander à un médecin isolé d'avoir une responsabilité populationnelle. À l'inverse, dans les CPTS, le collectif de professionnels de santé s'engagera sur une responsabilité populationnelle. Le cahier des charges a été négocié dans la convention médicale. Il vise à ce que chaque citoyen ait accès à un médecin traitant. Il vise à assurer l'accès à des soins non programmés. Il vise à faire de la prévention. Ce cahier des charges, j'attends aujourd'hui la signature des syndicats médicaux. C'est en bonne voie, mais c'est exactement ce que nous avons renvoyé à la convention médicale, les CPTS. La deuxième négociation portait sur les assistants médicaux. C'est aussi pour lutter contre les déserts médicaux. Nous avons prévu de financer dès cette année 4 000 postes d'assistants médicaux pour décharger les médecins du travail administratif ou sans valeur ajoutée. L'idée, c'est de leur faire regagner du temps pour qu'ils puissent prendre plus de patientèle. C'est exactement ce qui a été fait, Monsieur Longeau, mais ça n'est pas la peine de l'inscrire dans la loi. Amendement 438 rectificatif bis de M. Vaspart, vous proposez un conventionnement sélectif pendant 3 ans en expérimentation. Bon, il est fort à parier que les jeunes attendent 3 ans avant de s'installer. Ça, je pense que c'est contre-productif. Vous dites que tous les maires vous ont parlé de l'absence de médecins. Oui, je dirais que la France entière, aujourd'hui, parle de l'absence de médecins. Ce constat ne fait pas la solution. Et donc, ce que vous proposez aujourd'hui n'est pas une solution.
La solution, c'est la loi. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour lutter contre les déserts médicaux, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre aujourd'hui de mieux organiser les soins de premier recours en permettant une meilleure répartition des tâches entre les professionnels de santé. Là, vous pensez répondre à un constat. Or, votre solution, ces amendements, vont aggraver la situation. C'est ce qui a été vu en Allemagne et au Canada. Toute la loi aujourd'hui vise à responsabiliser les acteurs de terrain sur la bonne couverture d'une population et d'un territoire. C'est exactement ce que vous demandez. C'est ce qui va être proposé avec les CPTS. Et je rappelle que les 4000 postes d'assistants médicaux, plus toutes les mesures que nous proposons, cela correspond à 3 millions de consultations libérées. C'est l'équivalent de plus de 800 équivalents temps plein de médecins généralistes. Donc, on voit que la dynamique est lancée. Il faut redonner du temps médical aux médecins. Aujourd'hui, c'est ce qui vous est proposé dans la loi. Il n'y a aucun remède miracle. Nous le savons, c'est pour ça que depuis 10 ans, les ministres qui se succèdent refusent cet amendement. Nous savons que c'est un remède miracle qui est une fausse bonne idée. Il aboutit à l'effet exactement inverse. Il dégoûte les jeunes de l'exercice libéral. Il est contraire à vos objectifs. Tout ce que nous vous proposons aujourd'hui dans cette loi, c'est du pragmatisme. Dans la discussion d'explication de vote sur les deux amendements auxquels on fait référence, M. Hervé Maurey. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, moi je vais d'abord répondre à quelques propos de Madame la Ministre, malheureusement pas à tous, parce que je n'ai pas, c'est bien normal, le même temps de parole qu'elle. Mais quand vous nous expliquez que vous n'avez pas les mêmes positions politiques que vos prédécesseurs, vous proposez quand même exactement les mêmes remèdes. Et on pourrait s'amuser à comparer les propos de Madame Bachelot et les vôtres. C'est exactement la même chose. Madame Bachelot, ici en 2009, nous promettait que les choses seraient réglées dans les 10 ans. J'ai les déclarations de Madame Bachelot. Alors vous ne nous dites pas que ce sera réglé en 2019, et pour cause, vous nous dites que ce sera réglé en 2025. Après, vous nous dites qu'il n'y a pas de zone surdense. Mais Madame la Ministre, si vous voulez, moi je vous trouve un rendez-vous chez un spécialiste dans le quartier dans moins d'une semaine. Hier, j'ai rencontré un médecin un maire dans mon département qui avait obtenu un rendez-vous chez un ophtalmologue en février prochain. Alors quand on nous explique qu'en France, on risque d'avoir une médecine à deux vitesses, aujourd'hui, ce n'est pas une médecine à deux vitesses qu'on a, c'est une France à deux vitesses. C'est des citoyens qui sont totalement inégaux devant l'égalité d'accès aux soins. C'est ça la réalité. Et quand vous nous dites que l'Allemagne a dû constater que la régulation était un échec, c'est totalement faux. Et vous le savez très bien, puisque très récemment, le 6 mai 2019, ça n'est pas vieux, les Allemands ont voté une loi qui confirme la régulation et qui donne simplement un peu plus de pouvoir aux régions. Donc il faut arrêter de nous dire des choses qui ne sont pas exactes. Et je suis, comme mon collègue M. Sueur, très choqué par l'argument selon lequel un médecin qui s'installerait là où il n'avait pas envie d'aller, il soignerait mal les patients. C'est un argument, d'ailleurs je vais vous apprendre quelque chose, Madame la Ministre, que j'ai entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy pendant la campagne en 2012, et ça m'a beaucoup choqué, et ça me choque beaucoup, parce que j'ai suffisamment de respect pour les médecins pour ne pas imaginer un seul instant qu'ils soigneraient moins bien des patients parce qu'ils sont installés là où ils ne voudraient pas être installés. Voilà. Alors, évidemment, moi je vais voter tous ces amendements parce que preuve est faite malheureusement que l'incitatif ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on voit bien que nos concitoyens nous demandent des mesures fortes. Le grand débat l'a montré, les sondages l'ont montré. Et surtout, et je terminerai là-dessus, et surtout, je crains beaucoup que l'on ait demain un drame sanitaire dans ce pays. Parce que quand vous attendez des mois pour aller voir un spécialiste, eh bien dans certains cas, ça n'est même plus la peine d'aller au rendez-vous. Et ça, c'est une véritable inégalité et je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Je suis choqué que vous puissiez l'accepter. Je voudrais juste dire d'abord que je rejoins complètement les propos de Mme Lassarade, de René-Paul Savary et de Michel Amiel. Un petit peu moins ceux de Bernard Jomier, quoique je suis d'accord sur beaucoup de points avec lui. On parle là du déconventionnement.
Si vous adoptez un amendement de déconventionnement, d'abord regardez bien l'image que vous donnez aux jeunes médecins ou ceux qui vont arriver sur le métier dans quelques mois. C'est une image un peu catastrophique. Mais à la rigueur, vous votez un déconventionnement. Moi, je suis un jeune médecin, je regarde le zonage. Et je me dis, tiens, là, à 3 km, c'est déconventionné, mais à 3 km, ça n'est pas déconventionné. Je m'installe à 1,5 km de la zone déconventionnée. Et à 1,5 km, je suis toujours conventionné et je travaille dans les zones déconventionnées tranquilles. Donc je détourne votre amendement. Deuxième point, vous me déconventionnez. À la rigueur, j'accepte. Et si j'accepte d'être conventionné en tant que médecin, c'est juste mon acte médical qui est déconventionné, ce n'est pas ma prescription. C'est-à-dire que vous venez me voir 25 €, vous ne serez pas remboursé par la sécurité sociale, mais vous pourriez être remboursé par une assurance privée avec laquelle j'aurais signé un contrat de conventionnement. Et là, donc, on retombe dans le piège des réseaux. Mais si je suis déconventionné et que je vous prescris des médicaments, des radios, une hospitalisation, vous serez remboursé pour tout le reste. Tout le reste sans exception. Donc la solution de déconventionnement n'est certainement pas une bonne solution déjà pour cela. Ensuite, elle n'est pas une bonne solution parce que vous mettez le pied dans l'assurance privée et vous mettez le pied dans une médecine à 2 vitesses. C'est-à-dire que je me conventionne avec une assurance privée, je prends un tarif comme en Allemagne à 45 € au lieu de 25, vous serez remboursé par non-assurance privée et moi je gagnerai mieux ma vie que mon collègue à côté qui sera à 25 et lui conventionné par la sécurité sociale. Je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit M. Sueur, parce que je n'ai pas beaucoup apprécié certaines choses. D'abord, faire rire sur un ministre, ça n'est pas très fair-play. Permettez-moi de le dire. C'est vrai que 4 ministres successifs ont pris les mêmes méthodes. Je vous rappelle que la 3e de ces 4 ministres, vous l'avez soutenue, M. Soulier. Vous avez soutenu ce qu'elle a dit ici, et quand elle a dit ce qu'elle a dit, vous l'avez soutenue et vous l'avez voté. Vous l'avez voté parce que vous saviez qu'elle avait raison. Et elle avait raison parce que, de toute façon, les ministres qui sont là, Mme Buzyn aussi, ne sont pas des imbéciles. On leur a dit des choses, et ils ont regardé, ils ont analysé, et avant de parler, ils ont analysé la situation. Ils se sont bien rendus compte que des méthodes je prends le cas de Mme Buzyn ou de Mme Touraine, j'ai bien connu toutes les deux, quand elles travaillent sur un sujet, elles regardent le pour et les contre, et puis elles agissent en fonction de ce qu'elles ressentent. Et ça marche. Ça marche, M. Bourquin. Je vous répondrai sur des choses que vous avez dites aussi, vous, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas appréciées non plus. Mais donc, si vous le voyez bien, on regarde, on tranche et on vous propose. Et si le déconventionnement ne va pas été proposé, si les mesures de coercition ne vous ont pas été proposées, c'est parce qu'elles ne marchent pas. Elles n'ont pas. On ne peut pas dire que la facilité, le travail ait bien marché, mais en attendant, la coercition ne marche pas. Je ne vous ai pas interrompu pendant que vous parliez. Laissez-moi au moins le soin de parler jusqu'au bout sans m'interrompre. Je vais reprendre aussi une autre chose. Monsieur Sueur, vous avez parlé des enseignants et des policiers qu'on envoyait à Dunkerque. D'abord, ce n'est pas gentil pour Dunkerque de faire la comparaison. Mais ensuite, je dois vous dire que les enseignants et les policiers sont des fonctionnaires. Les médecins ne sont pas encore des fonctionnaires. Si vous voulez en faire des fonctionnaires, c'est votre droit le plus strict. Il faudra évidemment voter les lois pour le faire. Mais à ce moment-là, il vous faudra 3 médecins fonctionnaires pour remplacer un médecin libéral, puisque les fonctionnaires travaillent 35 heures par semaine et ils ont raison de le faire. Et là, vous verrez combien ça coûtera à la société. Donc ça, c'est important également. Encore une fois, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Une chose que je n'ai pas aimé non plus, c'est de dire que les études de médecine coûtent cher à la nation. C'est vous, M. Bourquin, qui avez dit ça. Mettre l'opprobre comme ça sur les étudiants en médecine, mettre l'opprobre sur la médecine en disant que les études de médecine coûtent cher à l'État, c'est scandaleux, ça me scandalise et je n'accepte pas. Un étudiant en médecine, il apprend son métier, toutes les études, quelles qu'elles soient, que ce soit les lettres, que ce soit l'avocat, etc., l'État paye toutes les études à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il ne les paierait pas aux étudiants en médecine. Enfin, pour terminer, parce que je pense que je vais dépasser... Oui, merci de conclure, Monsieur le Président. J'arrête alors. Conclure. Ah bon. Pour conclure, ça ne va pas être évident. L'activité libérale perd du terrain. C'est des collègues qui l'ont dit, c'est vrai. Mais si elle perd du terrain, c'est certainement parce que l'attractivité du métier n'existe plus.
C'était évident que depuis des années, vous payez, vous avez accepté des ONDAM, etc. Je fais partie de ceux qui ont accepté également. Mais on a fait en sorte que les médecins soient payés à 23 € la consultation pendant des années. 23 € la consultation, quel que soit le type de consultation. Je regrette, mais vous ne payez pas ça ailleurs et dans d'autres métiers, et en particulier des métiers de l'artisanat. Les pharmaciens ont été pris en exemple. Juste une chose, une pharmacie ne travaille pas avec un seul médecin. Une pharmacie ne remplace pas un seul médecin. S'il n'y avait qu'un médecin pour une pharmacie, les pharmacies fermeraient toutes. Enfin, je suis favorable, et je vous le redis, et je vous le demande, de voter pour l'amendement 423 et l'amendement 438 et de voter contre tous les autres. J'ai demandé un scrutin public sur chaque amendement. L'ordre du jour appelle maintenant la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 310 au sein de l'article 8, et donc il s'agit de 8 amendements en discussion commune. Donc le 310 qui est défendu par Madame Poursopoli. Gréaume. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il s'agit d'un amendement de repli qui supprime la mention concernant la nouvelle définition des hôpitaux de proximité et notamment la réorientation des patients conformément au principe de pertinence des soins vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Cette rédaction laisse entendre que les hôpitaux de proximité seront avant tout des établissements qui orientent les patients vers d'autres structures de soins, notamment les hôpitaux généraux. Selon nous, l'hôpital de proximité doit d'abord être une structure qui délivre des soins avec le souci d'assurer un meilleur maillage territorial du service public hospitalier. Je vous rappelle qu'à l'automne dernier, lors de l'examen du budget de la Sécurité sociale, le député En Marche, Olivier Véran, a fait adopter un amendement expérimentant une incitation financière pour que les services d'urgence réorientent les patients vers les soins de ville dans la mesure du possible. Nous avons vraiment l'impression que les solutions du gouvernement à la crise de nos hôpitaux, à force de servir de panneaux de redirection, vont nous mener dans l'impasse. Merci. Donc l'amendement 667 rectifié, Madame Véronique Guillotin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement vise à modifier la rédaction concernant la mission de permanence et de continuité des soins, afin de souligner son caractère articulé et complémentaire avec les organisations mises en place sur les territoires. Ainsi, nous proposons à travers l'amendement de repositionner cette exigence au sein des missions partagées des hôpitaux de proximité avec les autres acteurs du territoire. Il est en effet essentiel que la contribution des hôpitaux de proximité sur ces divers sujets se fasse en cohérence avec les projets des communautés professionnelles territoriales de santé. L'amendement vise par ailleurs à étendre la responsabilité territoriale partagée à l'ensemble des missions partagées et non pas uniquement à la permanence des soins, hôpitaux de proximité et professionnels de ville devant agir ensemble en faveur de l'état de santé de la population. Merci. Nous avons ensuite dans la discussion commune 3 amendements identiques. Le 71 rectifié terre, Madame Micouleau. Merci Monsieur le Président. Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et l'hôpital au service d'une population du territoire. Si le présent article 8 précise bien le cadre d'intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence de soins, en complémentarité de l'offre libérale sur les territoires. Le présent amendement propose donc de préciser ces deux missions considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers et les territoires. Par ailleurs, alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n'est pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté.
Ceux-ci doivent pouvoir être de véritables plateaux techniques pour la réalisation d'actes de télésanté utilisables par tous les professionnels de santé du territoire. Le présent amendement propose donc d'intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité. Merci. Merci. Donc les deux autres amendements identiques, 112 rectifié ter et 492 rectifié bis, ne sont pas défendus parce qu'il n'y a pas de signataire présent. Donc je passe au 588. Monsieur Amiel. Oui, les hôpitaux de proximité doivent assurer la continuité et la permanence des soins. Pourquoi ces deux notions doivent-elles intégrer leur mission ? Parce qu'il s'agit de proposer, quand c'est possible pour le patient, une première offre de soins pour tous les territoires et à tout moment. Nous n'opposons pas gradation des soins et permanence des soins, nous voulons les deux et nous croyons que les deux fonctionnent ensemble. Parce que c'est justement la gradation qui permet de proposer une offre de soins de premier recours au plus près des populations. Ce premier contact, ce sont les hôpitaux de proximité qui l'assureront avec les professionnels de santé de ville. C'était d'ailleurs, Madame la Ministre, la philosophie qui transparaissait de votre idée de partager les plateaux d'imagerie médicale entre praticiens libéraux et hospitaliers. Par conséquent, afin d'assurer la cohérence de cette première offre de soins, nous souhaitons voir la permanence et la continuité figurer au rang des missions des hôpitaux de proximité. Quant à l'indemnité de réorientation qu'évoquait, je crois, Madame Cohen il y a un instant, je rappelle qu'au Sénat, nous l'avons retoqué parce que nous considérions que c'était une fausse bonne idée, tant sur un plan médical que sur un plan financier. Merci. Merci. Le 372 rectifié bis, Madame Véronique Guillotin. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise également donc à implanter dans chaque hôpital de proximité un plateau de e-santé. Alors je vais expliquer un peu les raisons pour lesquelles je pense que c'est important. La e-santé, effectivement, va jouer un rôle majeur dans les années à venir et j'espère le plus rapidement possible pour plusieurs raisons. Effectivement, moderniser la profession médicale et paramédicale et également répondre à un souci majeur que l'on a ici, c'est-à-dire répondre à cette désertification médicale. Il peut être un outil intéressant. Pourquoi l'adosser aux hôpitaux de proximité ? Déjà, ça permet de donner à ces hôpitaux de proximité une plus-value. Ça permet de pouvoir identifier en termes de lieux tant pour les patients que pour les professionnels, un endroit unique où ce plateau de proximité pourrait être implanté. Et ça pourrait permettre effectivement d'avoir une forme que les CPTS s'en emparent et ainsi peut-être résister, comme on l'a expliqué la dernière fois, peut-être aux plateformes nationales, c'est-à-dire avoir au sein de ces hôpitaux de proximité un vrai plateau de e-santé reconnu, connu, lisible pour les professionnels et les patients. Merci. Donc, amendement identique, le 720 rectifié, Madame Vroeg. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Dans ce projet de loi, il n'est pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être de véritables plateaux techniques pour la réalisation d'actes de télésanté utilisables par tous les professionnels de santé du territoire. Le présent amendement, suggéré par l'UNIOPS et l'APF, propose donc d'intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, l'avis de la Commission sur ces amendements ? Oui, Monsieur le Président, l'avis est défavorable sur l'amendement 310 présenté par Mme Gréaume, qui revient sur un principe de base de la gradation des soins hospitaliers, à savoir l'orientation vers la structure les plus adaptées à la prise en charge des patients. Cela devra valoir également en sens inverse pour la prise en charge des patients se fasse au plus près de leurs besoins en proximité, dès lors que cela est compatible avec l'exigence de sécurité et la qualité de soins.
Une autre série d'amendements en discussion commune vise à préciser dans les missions de l'hôpital de proximité leur contribution à la permanence des soins et au développement de la télésanté. Sur le premier aspect, la rédaction adoptée en commission a permis de mettre en exergue la contribution indispensable des hôpitaux de proximité à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les professionnels de ville. L'amendement 667 de Mme Guillotin me paraît le plus adapté. Il précise la rédaction adoptée en commission tout en inscrivant plus explicitement cette exigence dans les missions des hôpitaux de proximité. C'est donc un avis favorable à l'amendement 667. Cela permet de satisfaire au moins pour partie les amendements 71 et 588 dont je demande le retrait, sinon un avis défavorable. Et s'agissant de la télésanté, cela me paraît déjà inclus dans l'activité générale de la médecine, mais je ne vois pas d'obstacle, et la commission ne voit pas d'obstacle, à le rendre explicite. Donc sagesse sur les amendements 372 et 720. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur l'amendement 310 de Madame Cohen, je pense qu'il est indispensable de maintenir cette mission d'orientation des patients parce que ça permet le parcours de soins. Si un hôpital ne fait pas de chirurgie cardiaque et que le patient a besoin de chirurgie cardiaque, j'ose espérer que l'hôpital de proximité orientera correctement le patient. Donc, il vaut mieux maintenir cette mission. Évidemment défavorable au 310. Ensuite, je suis favorable au 667 de Madame Guillotin. Je propose un retrait pour les 71 et 588 au profit de celui de Madame Guillotin. La rédaction nous convient mieux. Et enfin, sur le 372 et 720, la télémédecine, en fait, je suis défavorable à ces amendements parce que même si, à l'évidence, nous attendons des hôpitaux de proximité le fait qu'ils intègrent la télémédecine et le télésoin dans leurs activités, nous ne souhaitons pas le rendre obligatoire à ce stade dans la loi parce qu'aujourd'hui, nous demandons aux territoires, aux CPTS, de construire leurs projets de télésanté, de e-santé. Il faut qu'ils y intègrent les hôpitaux de proximité, mais ça va dépendre des acteurs présents, de leur capacité à faire. Donc, il me semble aujourd'hui prématuré et même peut-être risqué que d'imposer cela aux hôpitaux de proximité, d'autant plus que vraiment la e-santé, ce sont des projets de territoire, de coopération sur des plateformes communes. Donc laissons les professionnels s'organiser. Donc défavorable aux deux derniers. Merci. Oui, Madame Laurence Cohen. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, au témoin d'un doute, je pense qu'aujourd'hui, sans que ce soit obligatoirement écrit dans la loi, les hôpitaux orientent leurs patients vers les services qui sont les mieux adaptés aux pathologies qu'ils peuvent avoir. Je ne crois pas que c'est un scoop. Donc simplement, notre amendement, comme l'a très justement dit ma collègue Michèle Gréaume, est un amendement de repli. Parce que, comme je l'ai souligné hier, avec votre gradation des soins avec 3 hôpitaux aux missions différentes, vous êtes en train de porter un coup extrêmement important à notre système de santé publique en affaiblissant davantage ce qui en fait la colonne vertébrale, c'est l'hôpital public. Et en réalité, ces hôpitaux vont seulement servir à réorienter les patients et vont éloigner de la proximité et vont, à notre avis, davantage encore faire fuir les professionnels de santé. Alors, je sais qu'on est en profond désaccord. Vous vous appuyez, vous justifiez cette politique par la démographie médicale en berne, mais ça ne va pas améliorer les choses. Hier, celles qui vous ont précédé ont appliqué la même politique au nom de la sécurité des patients et on voit où on en est aujourd'hui. Alors, à un moment donné, quand les remèdes ne marchent pas, on les change, mais on les change de fond en comble, ce que vous refusez de faire. Merci. Monsieur Michel Amiel. Oui, effectivement, Madame Cohen, nous sommes en profond désaccord. L'hôpital de proximité, à notre avis,
répond parfaitement à ce qui est souhaité, à ce qui est souhaitable. En ce qui concerne mon amendement 588, je le retire au profit du 667 de Madame Guillotin, mais l'esprit est le même, c'est de rappeler le rôle essentiel qu'il a en première intention. Quant au fait d'imaginer que de jeunes médecins n'auront pas envie d'aller travailler dans ce genre de structure, personnellement, je suis convaincu du contraire, puisque précisément dans des zones rurales réputées défavorisées sur un plan de l'équipement, cela constituera une aide considérable à leur mode d'exercice. Merci. Madame la ministre, vous souhaitez intervenir? Oui, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Cohen, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne fais pas cette réorganisation en raison de la démographie médicale qui est catastrophique, nous le savons, elle l'est, certes. Mais je le fais parce que la médecine est en train d'évoluer considérablement. Elle s'est hyper spécialisée. C'est ce qui fait aussi la qualité de la médecine française. C'est ce qui fait qu'elle est reconnue. Il nous faut des plateaux techniques de plus en plus complexes. Et donc, laisser croire aux citoyens que nous sommes capables de faire toutes les activités dans tous les hôpitaux avec des plateaux techniques et des compétences particulières, alors qu'on voit bien que, notamment dans les recommandations de la HAS, il y a de plus en plus de dispositifs et de procédures qui sont réservés à 10 centres, à 20 centres, à 50 centres en France, à la condition qu'il y ait un seuil d'activité minimale de 100 gestes par an, avec des professionnels formés. On voit bien que petit à petit, notre médecine s'hyper spécialise. Le seul moyen de répondre à la qualité attendue et aux compétences attendues, c'est de graduer les soins. C'est ce que font tous les pays industrialisés. Alors non, l'hôpital de proximité ne va pas juste réorienter les patients. Il répond à des besoins de territoire très clairs. Il y a énormément de pathologies qui vont pouvoir être prises en charge en proximité. Vous avez une infection urinaire haute, une pyélonéphrite, vous avez besoin d'antibiotiques intraveineux, vous faites hospitaliser dans un hôpital de proximité. Vous n'avez pas besoin d'un hôpital de recours. Vous avez l'exploration d'une fièvre. Et au contraire, ça va recréer des liens entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. C'est ce qui se fait dans énormément de pays où les médecins généralistes de ville continuent à suivre leurs patients hospitalisés pour effectivement des hospitalisations courantes nécessitant des traitements intraveineux notamment. Eh bien, là, nous proposons un modèle où on assure à la fois la proximité, la revitalisation du territoire, une meilleure articulation ville-hôpital et une assurance de la gradation des soins, parce que ces hôpitaux, parce que nous l'inscrivons dans la loi, seront dans l'obligation de réorienter leurs patients s'ils estiment ne pas être en capacité de faire un geste ou un acte et de l'orienter vers un hôpital de recours. C'est bien la gradation des soins avec l'obligation d'orienter, et c'est ce que je souhaite aujourd'hui pour tous les patients français, qu'ils aient accès à la fois à la proximité et à la fois à la haute technicité et à la qualité qu'ils demandent. Voilà. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça et je souhaitais réagir. Merci. Je vous remercie. Monsieur Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot. Ce qu'il y a, Madame la Ministre, c'est que la gradation des soins, à laquelle nous sommes favorables, dans les pratiques, de toute façon, elle est inscrite dans les pratiques. C'est une des règles des pratiques de l'exercice du soin. Quand on n'est pas en capacité de prendre en charge, on transmet à un autre niveau et on grimpe comme ça dans la spécialisation. C'est là que c'est dans l'organisation qu'il est important, et c'est l'objet, il nous semble, de votre projet de loi, là, de développer la gradation dans l'organisation des soins. Mais le fait que vous rappeliez le principe de la gradation induit un doute. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'il était inutile de rappeler ce principe de gradation dans les pratiques, puisqu'il s'impose exactement à tout professionnel du soin. Et donc, nous sommes favorables au développement de la gradation dans l'organisation, la mise en place du réseau des hôpitaux de proximité, mais venir encore une fois enrichir le texte par cette précision que Madame Cohen souhaite supprimer, effectivement instille un doute. Voilà, alors moi j'entends vos explications, dont acte, très bien, mais là encore, le fait que le texte ne soit pas suffisamment précis nourrit un débat parce que, effectivement, on peut douter de l'objectif final. Merci. Si je n'ai pas d'autres explications de vote, je mets aux voix
L'amendement... Oui, Madame Guillotin. Deux petites secondes juste pour vraiment insister avant le vote et expliquer la raison pour laquelle vraiment, je pense que c'est important de faire apparaître la e-santé au niveau des missions des hôpitaux de proximité. Parce que je pense que c'est encore pas... Je pense que ça reste quelque chose de majeur et ça peut, entre autres, permettre à rendre un endroit physique et un petit peu à résister contre ces plateformes et à se dire que ça, c'est un outil de proximité et les professionnels vont pouvoir en fait s'y approprier, le travailler et sans pour autant être obligés à ce qu'il y ait un projet dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, c'était juste pour dire que je pensais que c'est quelque chose d'important. Merci, Madame Micouleau. Et moi, retire mon amendement au profit de celui de Madame Guillotin. Très bien. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je vais dire sagesse pour l'amendement de Madame Guillotin sur la e-santé, parce que je comprends son... Sur le 372. Le premier, j'ai déjà donné mon accord, sur le 667. Santé, oui. Voilà, sur la e-santé, je pense que je suis d'accord avec on peut le mettre dans la loi, c'est pas grave. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 310 avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Alors, le 667 rectifié avec 2 avis favorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Donc, les autres amendements ont été retirés donc, au profit de celui-ci ou n'ont pas été défendus. Donc, ensuite, j'ai 2 amendements identiques, le 372 rectifié bis et le 720 rectifié, avec 2 avis de sagesse de la Commission et du Gouvernement. Donc, qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, ils sont adoptés. Le 585, Monsieur Michel Amiel. Oui, je pense que ça ne révolutionnera pas les choses que d'introduire également, comme on l'a fait pour la e-santé, la question de la psychiatrie. La psychiatrie, j'ai eu souvent l'occasion de le rappeler, donc je vais le faire une fois de plus. Et le parent pauvre, pour ne pas dire plus, parfois, dans certaines zones du territoire, est véritablement sinistré. La raison pour laquelle je souhaiterais que cette mention particulière soit faite, d'autant que, actuellement, la psychiatrie est un acteur de santé tout à fait important, mais d'une certaine manière joue aussi un rôle en matière d'économie de santé dans le domaine de la prévention. Raison pour laquelle je dépose cet amendement. Merci, Monsieur le Président. L'avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, le sujet développé par Michel Amiel est évidemment essentiel. Vous savez combien je suis attaché à la psychiatrie, mais il me semble déjà satisfait par la définition très large donnée par le texte aux coopérations entre hôpital de proximité et les autres acteurs de son environnement. Donc par ailleurs, sur la forme, en plus, la rédaction de l'article deviendrait peu lisible. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Sagesse. Monsieur Amiel. Comment il dit ? D'accord. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la Commission, un avis de sagesse du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Alors, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Comment il est adopté? Donc l'amendement est adopté. Article 13, des demandes de parole, Madame Cohen.
Oui, cette fois-ci, je suis prête, Monsieur le Président. Donc, cet article 13, créant et définissant le télésoin est le pendant complémentaire de la télémédecine. Le télésoin est pensé comme une réponse, notamment aux déserts médicaux, en permettant ainsi aux pharmaciens et aux auxiliaires médicaux de réaliser certains actes. Si cette pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication correspond à l'évolution des sciences, nous craignons que finalement son utilisation soit faite pour pallier au manque de professionnels de santé. Attention à un monde où le contact humain, la présence rassurante d'un professionnel de santé ne soit plus importante, où le patient soit laissé seul face à son écran, ou une médecine virtuelle en somme. D'ailleurs, souvenons-nous, mes chers collègues, que nous avons déjà eu le débat lors du dernier PLFSS, où certains d'entre nous avaient déposé un amendement pour expérimenter la téléorthophonie. En tant qu'orthophoniste de profession, j'avais alerté sur le risque d'absence de lien avec le patient. La ministre, de son côté, avait répondu que cette expérimentation était sans doute prématurée et que d'autres professionnels pouvaient être également concernés. Je m'interroge donc, ce qui était prématuré en novembre dernier comme expérimentation pour une seule profession ne l'est plus 6 mois plus tard pour une généralisation au profit de 14 professions. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quel travail a été effectué pour, à ce point, avancer la réflexion et la faire aboutir ? Par ailleurs, je me permets de souligner une limite à ce futur dispositif. Si une première consultation en présentiel est obligatoire pour une prise en charge d'un acte par l'assurance maladie, ce qui nous semble effectivement une garantie minimale, je crains que cela soit dans les faits compliqué puisque précisément ces professionnels de santé font défaut. Donc s'il faut attendre plusieurs mois pour avoir un premier rendez-vous en chair et en os, si j'ose m'exprimer ainsi, avant d'avoir accès à du télésoin, cela risque d'amoindrir la portée de la mesure. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cet amendement, sur cet article, excusez-moi. Je vous remercie. Monsieur Jomier n'est pas présent, mais Monsieur Théophile d'abord est inscrit. Monsieur Daudigny, vous aurez la parole ensuite. Madame la ministre, chers collègues, le télésoin est au rang des solutions qu'offre la technologie pour pallier le déficit de soignants que nous allons nécessairement connaître pendant environ 10 à 15 ans. Précisément, cet article définit le télésoin. Celui-ci met en rapport un patient avec un auxiliaire de santé ou un pharmacien et intervient en complément de la télémédecine qui, elle, est réservée aux professions médicales. En effet, si la majorité des actes nécessitent un contact direct entre le soignant et le patient, certains actes peuvent bénéficier de consultations à distance. C'est le cas de la téléorthophonie, de la téléorthopie ou encore de l'accompagnement des effets secondaires de la chimiothérapie par les infirmiers. Son déploiement présente l'avantage de réduire les délais des patients pour la prise de rendez-vous chez un professionnel de santé et de réduire le déplacement du patient lorsque celui-ci est difficile. Cet article permettra donc de ne plus circonscrire cette pratique à la télémédecine et de donner un cadre légal au télésoin qui est ainsi appelé à monter en puissance pour moderniser notre offre de soins. En Outre-mer, la télémédecine est l'avenir. Cela permet de gagner en réactivité et en qualité dans la prise en charge d'un patient en obtenant un avis médical immédiat sur sa situation. Elle favorise également la coopération hospitalière en mettant facilement en relation des spécialistes sans avoir besoin de les faire se déplacer. On peut évoquer le cas de la Polynésie avec ses 118 îles ou les communes situées en Guyane en forêt amazonienne. Madame la ministre, si la télémédecine doit devenir une solution pour lutter contre les déserts médicaux et favoriser l'accès aux soins dans les Outre-mer, elle se heurte néanmoins à plusieurs problèmes d'ordre pratique. Outre la nécessité de posséder un ordinateur doté d'un webcam, il faut aussi être familiarisé avec Internet, ce qui n'est pas forcément le cas pour une personne âgée notamment. Par ailleurs, de nombreuses zones et surtout de nos territoires, sont dépourvues de couverture de réseau et ce sont souvent ces mêmes zones qui sont en situation de désert médical. Monsieur Daudigny, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article se situe en droite ligne des discussions que nous avons eues à l'occasion de l'examen des 2 derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale, en offrant un cadre juridique aux télésoins et en permettant qu'ils puissent être largement déployés. À l'instar de l'ensemble des solutions ouvertes par le virage du numérique en santé,
Le télésoin va permettre d'apporter des réponses complémentaires à un certain nombre de problématiques, telles que celles liées à l'accès aux soins ou à la libération du temps médical. Mais, comme je l'ai indiqué à l'occasion de la discussion générale, s'il est riche en progrès, le développement du télésoin est exposé à des dérives. Prenons garde à ce qu'il soit et reste bien un ingrédient du parcours de soins coordonnés et qu'il ne s'y soustrait pas. Il ne serait pas acceptable que le développement du télésoin revienne à mettre en œuvre un système de soins où certains verraient un médecin en face d'eux, tandis que d'autres n'auraient droit qu'à un professionnel de santé par écran interposé. Il ne serait pas acceptable qu'il participe d'un système de soins qui viendrait renforcer les différentes inégalités qui traversent encore malheureusement notre société et notre pays. Si nous sommes évidemment pour le développement du télésoin, nous serons vigilants à ce qu'il ne génère pas une médecine à deux vitesses. Je vous remercie. Monsieur Laménie a la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je me permets d'intervenir sur cet article, tout en reconnaissant que, ancien membre de la Commission des Affaires sociales de 2007 à 2014, je n'ai pas oublié certains textes, certaines dispositions, notamment la loi HPST dont il avait été fait référence, mais c'est vrai que le mérite revient, je dirais, au président rapporteur Alain Milon et aux collègues de la Commission des Affaires sociales, dont aussi je salue le travail et le dévouement. Mais c'est vrai que je permets d'intervenir sur cet article lié à la télémédecine, et je rejoins un petit peu les interventions précédentes, puisque, je dirais, notre société évolue beaucoup, souvent beaucoup trop vite. Il y a des nouvelles dispositions, mais c'est vrai que, personnellement, comme aussi beaucoup de nos collègues, et c'est variable d'un département à l'autre, l'accès au numérique n'est pas simple. Il y a malheureusement des départements, je prends le département que je représente, les Ardennes, il y a des secteurs, je dirais, sur lesquels le numérique, il y a encore beaucoup à faire en termes de médecine et de liaison surtout. De l'autre côté, on évoque souvent la présence humaine, et c'est vrai que la présence de nos professionnels de santé, c'est aussi une priorité. Donc c'est pour ça que je reste particulièrement prudent, même si je voterai naturellement cet article 13. Comme on dit, je fais confiance aux collègues de la Commission des Affaires sociales. Et puis, Madame la Ministre, vous avez fait aussi de nombreuses interventions en précisant un petit peu les différents enjeux qui sont importants, d'autant plus que vous connaissez aussi le département que je représente. Mais après, je dirais, les déserts médicaux, c'est aussi un combat, mais rien ne remplace quand même la présence des professionnels de santé. Certains collègues ont parlé de la médecine à deux vitesses, donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester particulièrement prudent. Il y a des enjeux importants, et c'est aussi cette présence humaine d'écoute et de conseil qui sont particulièrement importants. Néanmoins, je me rallierai à l'avis de la Commission. Merci. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 123 rectifié bis, Madame de Seine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement précise que la télémédecine s'exerce sans condition de proximité entre le patient et le médecin. Par définition, la télémédecine s'exerce à distance et doit être accessible à tous sur l'ensemble du territoire. Nous sommes tous d'accord pour dire que la consultation physique est la meilleure des situations et l'objectif attendu par les patients. Mais à l'heure où certains de nos concitoyens peinent à trouver un médecin, où les urgences sont débordées, on ne peut se priver de la téléconsultation. Introduire une notion de proximité creuserait encore plus la fracture entre les zones suffisamment dotées et les zones sous-dotées. Ce serait la double peine pour les patients des zones sous-dotées qui n'auraient ni médecin présent sur leur territoire, ni offre de télémédecine. Par ailleurs, les craintes de plateformes étrangères ne sont pas fondées puisque la téléconsultation est reconnue et remboursée à la condition que l'acte soit effectué par un médecin inscrit à l'ordre des médecins français. Je vous remercie. Le 382 rectifié bis identique, Monsieur Kern.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Ma collègue ayant très bien défendu cet article, je me rallie à son argumentaire. La Commission, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, ces deux amendements sont strictement identiques. Et donc, au terme de l'avenant numéro 6 de la Convention médicale, les activités de télémédecine doivent effectivement se déployer dans le cadre d'une organisation territoriale, comme les communautés professionnelles territoriales de santé. À défaut d'un ancrage territorial, la généralisation des plateformes nationales de téléconsultation pourrait aggraver l'éloignement physique des usagers en zone sous-dense vis-à-vis des professionnels de santé qui resteraient cantonnés derrière leur ordinateur. Et je suis étonné de certaines co-signatures, en particulier sur ces amendements. Le risque qui se profile serait alors de voir des patients traités par des professionnels de santé, employés par des plateformes nationales, en totale déconnexion avec les besoins du territoire. Une plateforme de télémédecine ancrée dans un projet territorial permettra au contraire aux patients d'être traités par un médecin qui connaîtra l'organisation territoriale de l'offre de soins et saura le diriger lorsque nécessaire vers le masseur-kinésithérapeute ou le service hospitalier pertinent de son territoire, par exemple. Par ailleurs, la généralisation des plateformes nationales ne favoriserait pas l'attractivité des territoires peu denses en termes d'installation. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça me donne l'occasion de dire un mot de cet article. J'ai voulu rendre la téléconsultation et la télémédecine dans le droit commun lors du PLFSS 2018, alors que nous avions assisté à 10 ans d'expérimentation qui n'avaient pas abouti. Je suis convaincue que c'est une façon d'exercer la médecine qui s'impose à nous. Elle permet une meilleure orientation des malades, elle permet de gagner du temps, elle permet parfois de rassurer. Je pense à la télémédecine dans les EHPAD, quand les infirmières sont seules la nuit. Il y a plein de situations où cela va grandement faciliter à la fois la vie des soignants et surtout la vie des usagers. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas en faire un remède miracle qui permet de se substituer à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une médecine ancrée dans les territoires avec des acteurs de santé qui se connaissent, qui connaissent leur patientèle, qui coordonnent le parcours du malade, qui se parlent, qui orientent les personnes lorsqu'il y a besoin vers un spécialiste ou vers un service d'urgence. Et il me semble que le remède miracle d'une télémédecine accessible via des plateformes ouvertes serait, alors c'est contre-intuitif, mais serait probablement une aggravation aujourd'hui de ce que nous ressentons comme une médecine qui a tendance à être de plus en plus éloignée des citoyens. Et le risque, comme l'a dit monsieur le rapporteur, c'est qu'à la fin, plus personne n'ait envie d'aller s'installer dans les territoires parce que ce sera tellement plus simple d'être derrière un ordinateur. Donc quand nous avons pensé au remboursement de la télémédecine, nous avons insisté à ce que cela se fasse dans un parcours coordonné avec les médecins. Et quand on voit comment ça fonctionne sur le terrain, c'est assez extraordinaire. Dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, un médecin traitant ouvre une plage horaire de télémédecine une demi-journée par semaine. Il peut suivre certains de ses patients qui sont à distance pour adapter des traitements, pour des cas d'urgence. Et c'est extrêmement efficace, rassurant. Ça apporte un service rendu dans les territoires considérable. Je pense que ce même service ne serait pas rendu de la même façon si les patients appelaient un médecin inconnu derrière une plateforme, et ce n'est vraiment pas la vision que j'ai aujourd'hui de la médecine ancrée dans les territoires. Aujourd'hui, cela se développe, cela se déploie. Nous en sommes à peu près 1000 consultations par semaine, mais ça s'accélère parce qu'il faut le temps de formation des professionnels, le temps qu'ils s'approprient l'outil, les usages, s'organisent, mais c'est en train d'augmenter de façon exponentielle et sincèrement, les usagers y sont très favorables. Ensuite, pour le télésoin, Madame Cohen, vous m'avez interpellée sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'expérimentation. En réalité, il y a eu le fait que nous ayons ouvert la télémédecine
à la médecine, aux médecins, que nous ayons réussi à cadrer dans le cadre de la négociation conventionnelle comment ça allait s'organiser. Et c'est le fait d'avoir consolidé cette première étape avec les médecins qui nous permet maintenant de voir que c'est faisable, que ça a du sens pour d'autres professionnels et que donc nous pouvons l'étendre maintenant à des professionnels non médicaux pour le télésoin. Donc c'est en cela, si vous voulez, que nous avons travaillé par étapes et nous avons commencé par la téléconsultation et la téléexpertise. Voilà, je pense avoir répondu globalement à cet article, mais je voulais surtout vous expliquer pourquoi j'étais défavorable aux 2 amendements de cet article. Et je voudrais aussi vous dire qu'un bilan de l'avenant 6 sur la téléconsultation devra être fait quant à la capacité de la télémédecine à répondre à l'objectif d'un meilleur accès aux soins. C'est prévu et donc vous aurez évidemment un rapport sur ce sujet. Très bien. Une demande de retrait de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Que faites-vous, Madame de Seine, je vous en prie. Compte tenu du nombre de signatures, dont un certain nombre de médecins, l'amendement est maintenu. Il est maintenu. Monsieur Kern. Au vu des différentes explications, moi je le retire. Alors, il reste le 123 rectifié bis en discussion. Des explications de vote? Je n'en vois pas. Retrait de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 205 rectifié, Madame Delmont-Koropoulis. Merci, Monsieur le Président. Depuis l'apparition du décret du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine qui supprime l'obligation pour les promoteurs d'activités de télémédecine de contractualiser avec les agences régionales de santé, ces activités sont dérégulées et leurs promoteurs peuvent proposer des services qui ne répondent pas à des besoins de santé identifiés et ne s'inscrivent pas dans la logique du parcours de soins promu par la convention médicale. Pour autant, certaines de ces initiatives portées par des assureurs complémentaires ou d'autres acteurs peuvent présenter un réel intérêt pour peu qu'elles soient articulées par leurs promoteurs avec les besoins territoriaux qui ont fait l'objet d'un diagnostic territorial partagé. L'objet du présent amendement est de canaliser les initiatives des plateformes de télémédecine vers les territoires où elles seraient les plus utiles. Voilà. Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président, au terme de l'avenant numéro 6 à la convention médicale, les activités de télémédecine doivent se déployer dans le cadre d'une organisation territoriale. Il peut s'agir de communautés professionnelles de santé, d'équipes de soins primaires, de maisons de santé pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles ou encore de centres de santé. Les activités de télémédecine seront donc bien conçues dans le cadre d'une réponse territoriale coordonnée et l'amendement donc extrêmement judicieux semble satisfait. Je dis extrêmement judicieux parce que je rejoins ce qu'a dit Madame la Ministre, bien évidemment, mais je voudrais aussi vous alerter sur le fait que l'on voit maintenant déjà apparaître certains élus qui demandent le remboursement de téléconsultation et de télémédecine à partir de plateformes commerciales. Il faut donc être extrêmement attentif à tout ça. En tout cas, c'est une demande de retrait puisqu'il est satisfait. Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Demande de retrait. Que faites-vous? Il est retiré. Le 111 rectifié bis, Madame de Seine, toujours. Oui, Monsieur le Président, dans une logique d'égal accès aux soins, cet amendement vise à étendre le bénéfice de télésoins aux patients hospitalisés. Monsieur le Président. Oui, je regarde les co-signataires. Cette fois-ci, il n'y a pas de médecin. Donc, si, il y a Madame Lassarade, pardon. Il y en a une. Donc, comme pour la télémédecine, les consultations de télésoins seront accessibles à tous les patients, quel que soit leur mode de prise en charge, ville ou hôpital. On demande de retrait. Madame la Ministre. 2 demandes de retrait. Il est retiré. Le 214 rectifié terre, Madame Berthet.
Oui, la convention pharmaceutique permet aux pharmaciens d'officine de réaliser des bilans de médication, mais également des entretiens pharmaceutiques pour le suivi des patients chroniques. Ces deux activités sont complémentaires et proposées à des populations différentes. Les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques doivent donc pouvoir être à l'origine d'une seconde étape de télésoins prise en charge. Il est par ailleurs essentiel que cette nouvelle activité de télésoins puisse être réalisée dans le cadre du parcours de soins du patient, avec l'officine ou avec l'hôpital qui lui dispense régulièrement les médicaments. Monsieur le Président de la Commission. Oui, Madame Berthet, le grand 1 de votre amendement est satisfait, car le terme de pharmacien recouvre les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant en pharmacie à usage extérieur. Quant au grand 2 de l'amendement, il rejoint l'objectif poursuivi par l'amendement numéro 11, dont la rédaction a semblé à la commission plus précise et pour lequel un avis favorable sera proposé. Donc c'est une demande de retrait au profit de l'amendement 11. Madame la Ministre, même avis. Madame Berthet, vous le maintenez, vous le retirez? Il est retiré. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 184 rectifié, qui va le défendre? Madame Artigalas. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Cette fracture est toujours une réalité pour bon nombre de territoires. Les zones blanches ou faiblement couvertes cumulent bien souvent les difficultés et sont les plus touchées par la désertification médicale et sont loin d'espérer un jour obtenir le très haut débit. La télémédecine est une nouvelle promesse pour la ruralité, mais ne peut constituer l'unique réponse. Les habitants ne sont d'ailleurs pas dupes et redoutent une médecine à deux vitesses, avec l'une présentielle réservée aux urbains et l'autre numérisée pour les autres. Enfin, si la télémédecine peut apporter une réelle plus-value et permettre de fluidifier les emplois du temps de nos médecins, il est évident que le pouvoir réglementaire doit tenir compte de l'aménagement numérique en très haut débit du territoire, seul capable de garantir un égal accès à ces nouveaux services. Merci. Le 427, Monsieur Longeau, au nom de la Commission. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement, qui a été adopté à l'unanimité par la Commission d'aménagement du territoire, est le fruit de travaux qu'elle mène depuis fort longtemps sur les déserts médicaux et sur les inégalités de couverture numérique du territoire. Et comme l'ont rappelé un grand nombre de nos interlocuteurs lors des auditions que j'ai menées, il nous faut prendre garde de ne pas cumuler, et comme ça vient être dit, les handicaps sur les territoires ruraux en créant une santé à deux vitesses. La fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Donc le présent amendement prévoit que le pouvoir réglementaire tienne compte des inégalités d'accès à Internet et notamment d'accès au réseau à très haut débit dans le déploiement du télésoin. Les interlocuteurs que nous avons auditionnés ont rappelé que des solutions pragmatiques existaient, comme l'installation de cabines de télésanté, par exemple dans les mairies. Si nous souhaitons que le numérique puisse apporter une réponse au problème de la désertification médicale, il est impératif que les spécificités des territoires, de ces territoires, soient prises en compte. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'avis de la Commission sur ces deux amendements presque identiques. Oui, on a chacun notre terme, Monsieur le Président, puisque moi je dis ce sont des amendements quasiment identiques. Le 184 et le 427. Plusieurs solutions opérationnelles sont déjà prévues pour permettre aux personnes les plus éloignées du numérique à haut débit de bénéficier de téléconsultations sans qu'il soit besoin de le rappeler dans la loi. Des dispositifs de médiation sanitaire et numérique sont déjà mis en place, notamment dans le cadre du projet Emmaüs Connect. En outre, des travaux sont actuellement menés pour garantir d'ici 2020 un accès à haut débit partout sur le territoire et généraliser la couverture mobile en 4G. C'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Deux demandes de retrait. Il est retiré. Monsieur Longeau. Je le maintiens. C'est un amendement au nom de la Commission d'aménagement du territoire, donc je le maintiens. Maintenu. Donc deux avis défavorables. Je mets les aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 528 rectifié. Madame Grellet-Certenais.
Oui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, devant les difficultés de pouvoir bénéficier de soins de la part du personnel médical, les patients de zones sous-dotées risquent de se tourner vers les plateformes algorithmiques. Ces dernières nous amènent à nous interroger sur les risques d'une telle utilisation, à la fois sur la gestion des données personnelles et d'utilisation des données de santé récoltées en vue d'établir des diagnostics et de formuler des prescriptions. Aussi, dans le contexte actuel où le recours au numérique, aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle se développe de plus en plus dans le domaine de la santé, il est proposé qu'une étude soit présentée au Parlement sur les conditions matérielles, les risques et l'encadrement des données des utilisateurs. Merci. Monsieur le Président de la Commission. Oui, Monsieur le Président, l'amendement 770, qui sera présenté tout à l'heure par Madame de Roche, ou quelqu'un, notre co-signataire, permet de répondre de façon plus opérationnelle à l'enjeu des technologies d'intelligence artificielle dans le domaine médical, en prévoyant en particulier leur encadrement par des règles de bonne pratique définies par la Haute Autorité de Santé et une démarche de certification. Donc, au profit du 770, c'est une demande de retrait. Madame la Ministre. Oui, défavorable. Défavorable. Il est retiré. Je vous remercie. Le 11 rectifié bis. Madame Doineau. Oui, Monsieur le Président, je dirais que cet amendement a été parfaitement défendu par ma collègue Martine Berthet. Moi, je me suis contentée en fait de changer dans l'alinéa 19 la dernière phrase et donc je m'arrêterai là dans l'explication. Monsieur le Président de la Commission. Favorable. Favorable, Madame la Ministre. Favorable. Favorable également. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'article 13. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et voilà pour ces temps forts du débat au Sénat sur le projet de loi santé. Au final, les sénateurs ont supprimé les aides à l'installation des jeunes médecins dans les zones surdotées, de manière à privilégier les déserts médicaux. Les sénateurs ont également garanti que le développement de la télémédecine ne se fasse pas au détriment des territoires les plus reculés. Le Sénat poursuit l'examen ce vendredi de ce projet de loi santé et votera sur l'ensemble du texte mardi prochain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.